Décryptage de l'actualité au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Alafia Hebdo. Alafia Hebdo qui est consacrée au débat politique. Alors, bienvenue une fois encore. Non-levée de sanctions de la CEDEAO, nous en parlons dans cette émission. Et pour en parler justement, nous avons sur ce plateau 4 bons invités, dont 2 journalistes, dont un de la société civile et l'autre qui est analyste politique. Alors, à ma droite précisément, j'ai Mohamed Salia Touré, qui est de la société civile. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je rappelle et je précise que vous êtes de Renidep. Alors, nous aurons tout de suite le temps d'en parler un peu de cette société civile aussi, allez, et son rôle. À son côté, nous avons M. Massiré Diop. Il est journaliste à l'Indépendant. M. Massiré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir de partager ce plateau avec mes chers amis. Très bien. De l'autre côté, l'autre journaliste, c'est Badou Escobar, un journaliste Triomphe du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout le plaisir est pour moi. Donc, je remercie tous mes co-débatteurs et tous ceux qui suivent Alafia TV au Mali et en dehors du Mali. Alors, vous l'auriez certainement compris, le dernier invité, il s'agit de Abdoul Aziz Oumar Diallo. Il est analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très normal et le plus grand plaisir est de partager les plateaux avec Barou et Massiré, que je les vois de loin. Mais aujourd'hui, si je suis en face d'eux, moi je vais beaucoup apprendre. Très bien, merci beaucoup. Alors, je commence par vous. Non-levée des sanctions, sommet de la CEDEAO, tenu le 4 juin dernier, où tout le peuple malien, sinon toute l'Afrique, s'attendait à ce que les sanctions soient levées. Comment est-ce que vous avez reçu? Oui, exactement. Quand on essaie de voir, tout le monde s'attendait hier à ce que vraiment les sanctions soient levées. Et même au niveau de la CEDEAO, les gens pensaient que les sanctions allaient être élevées. Du moment où ils avaient convoqué double sommet, le sommet de l'IOMOA et puis le sommet de la CEDEAO. Et aujourd'hui, vraiment, il faut essayer que les gens essaient de comprendre. Il y a de bons gestes, que les sanctions ne sont pas levées, mais en tout cas, les lignes sont en train d'être bougées. Parce qu'imaginez-vous, quand on essaie de retourner en arrière 2 mois ou 3 mois, 4 mois, la position entre le Mali et la CEDEAO, c'était vraiment des lignes ne bougeaient pas du tout. Mais à la grande surprise, c'est au sein même de la CEDEAO, c'est les informations que nous avons reçues, que vraiment des choses n'allaient pas du tout. Parce qu'il y a des présidents qui pensaient qu'il faut aller à 16 mois, il y a des présidents qui pensaient qu'il faut aller à 18 mois. Donc ça, c'est déjà bon. C'est-à-dire que c'est entre les présidents de la CEDEAO, une fois qu'ils arrivent à se comprendre, les sanctions seront levées. Maintenant, au niveau de l'IOMOA, c'était juste, ils ont appelé, ils ont convoqué le sommet de l'IOMOA pour pouvoir lever les sanctions. Dès que la CEDEAO va lever les sanctions, l'IOMOA va faire la même chose. Mais puisque ça n'a pas été fait au niveau de la CEDEAO, l'IOMOA, c'était juste une séance d'écoute pour écouter les premiers ministres burkinabés et les ministres des Affaires et les ministres des Finances maliens. Par contre, l'IOMOA connaissait réellement exactement la situation financière de ces deux pays. Mais au niveau des sanctions, il est important que les gens puissent se comprendre. Se comprendre veut dire quoi? Le gouvernement Macky Sall l'a si bien dit qu'il faut un chronogramme bien précis et un comité de suivi. Parce que la CEDEAO peut avoir encore peur, parce qu'ils pensaient qu'il pouvait être dribblé encore par les autorités maliennes. Une fois, ils n'ont pas respecté leurs ambitions. Deuxième fois aussi, donc maintenant cette fois-ci, ils peuvent se mettre d'accord sur quelque chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que mettre un comité mixte en place qui va suivre. Et même quand vous suivez réellement le communiqué de la CEDEAO, les sanctions ne vont pas se lever brusquement tout de suite, parce qu'ils ont dit dans ce communiqué de la partie anglaise que j'ai eu à lire, de façon progressive. Cela veut dire, même si les 4 vont se retrouver, ils vont lever certaines sanctions. Maintenant, du moment où le gouvernement aussi va continuer à appliquer, ou bien à appliquer certains qu'ils ont à respecter ces engagements, ils vont lever. En tout cas, ça ne sera pas de façon brutale comme les gens pensent quand ils lisent bien les communiqués. Maintenant, au niveau pour finir, au niveau de cette partie, c'est que vous allez voir au niveau du Burkina Faso, la CEDEAO a remercié le gouvernement et les autorités en place pour pouvoir récupérer certains partis dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Mais le cas du Mali, il y a beaucoup de zones qui sont en train d'être récupérées, mais ça n'a pas été ressorti. Très bien, merci. On en reparle tout de suite. Monsieur Massiré, pour lui, les lignes sont en train de bouger, mais est-ce que vous, en tant que journaliste, vous espériez vraiment que ces sanctions soient exactement levées?
Bon, vous savez, c'est une situation assez difficile. Toutefois, quand même, il a eu le flair parce que c'est vraiment, on n'était pas loin de trouver un accord. On voit que les positions, en tout cas, les positions de départ ont fléchi de part et d'autre. De part et d'autre, on sent un désir de parvenir à un accord. Donc, de part et d'autre, on se dit que vraiment que la solution ne passe que par la levée des sanctions. On est d'accord sur cela. Maintenant, il y a l'attente et il y a également l'offre. C'est ce qui diverge, c'est ce qui est un peu divergent. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons la CEDEAO qui a déjà fixé ses propres règles. Et nous avons aussi les autorités maliennes qui restent aussi plus ou moins campées sur leur position et qui ont fait aussi des concessions. Hein. Moi, je vois que de part et d'autre, il y a eu un effort, en tout cas, de faire des concessions. Parce que vous voyez, au départ, là où nous étions, de 5 ans, nous avons pu quand même ramener les choses jusqu'à 24 mois, 2 ans. Et d'un côté, on parlait de 6 mois même, dans certaines coulisses en tout cas, auprès de l'organisation ouest-africaine. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un effort d'augmenter un peu plus ces délais. Mais il faut que les gens sachent aussi qu'au-delà des délais, ce que les gens veulent, c'est des garanties. Très bien. Ce que les gens s'attendent, c'est que le mode d'accession au pouvoir ne soit pas des putsch. Mais il faut aussi que les gens se disent qu'il faut créer les conditions pour ne pas que ce genre de situation survienne. C'est extrêmement important. Bon, les gens étaient très optimistes et je voyais que l'optimisme, ce n'est pas seulement au niveau de la population. Et la population, c'est à juste raison parce que les gens ont trop souffert de cet embargo. On a beau dire, oui, il faut tenir, oui, nous avons les moyens. C'est vrai, nous avons résisté, mais c'est intenable cette situation. Et je crois que tout le monde le reconnaît. Non seulement nous, et même nos voisins aussi, qui sont également affectés par cette situation. Aux responsables, en tout cas, de s'entendre, de se comprendre pour parvenir à un accord. Mais cet accord ne pourra être trouvé que lorsque, dans le front intérieur, on aura quand même aplani toutes les divergences. Très bien. Moi, je pense que d'ici le sommet du 3, c'est une opportunité à nous maintenant de la saisir, de nous entendre pour que le sommet de ce 3 ne soit qu'une sorte de formalité pour lever les sanctions, pour que réellement le Mali retrouve sa place dans le concert des nations, pour que le Mali soit cette nation qui a toujours brillé au sein de toutes les organisations internationales, sous-régionales, continentales et ainsi de suite. Très bien. Alors, Mohamed Salia Touré, vous, de l'autre côté de la société civile, comment est-ce que vous avez reçu ce communiqué de la CEDEAO et que vraiment les sanctions n'ont pas été levées? Merci Fabrice. Je pense qu'au niveau de la société civile, nous avons appris avec une grande surprise parce que, comme les autres l'ont dit précédemment, tout le monde s'attendait vraiment, concernant le Mali quand même, à un lever des sanctions. Parce que le peuple a trop souffert. Bientôt 6 mois, nous sommes sous cet embargo. Et l'espoir a été permis. Il y a 2 jours qu'on pensait vraiment que nous allons voir la fin de ces sanctions et essayer de regarder vers d'autres horizons pour pouvoir trouver une issue favorable aux différents problèmes que la transition rencontre aujourd'hui. Très bien. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est regrettable que les gouvernants de la sous-région, jusqu'à présent, continuent à regarder les choses d'un autre way. Parce que c'est les peuples de ces 3 pays-là, singulièrement le Mali, qui est déjà sous embargo. Les autres, ce n'est pas le même traitement. Donc, vu tout le temps que nous avons fait, il n'y a pas eu d'accord. Mais les 1 mois, peut-être qu'on a parlé du 3 juillet, je pense qu'ils auraient pu essayer, même si ce n'est pas de lever toutes les sanctions. La CEDEAO doit vraiment, pour ne pas répéter ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit concernant nos autorités, je pense qu'ils doivent vraiment trouver les voies et moyens aujourd'hui
pour faire en sorte que le peuple malien puisse vraiment souffler un peu. Très bien. Parce que quoi qu'il en soit, il y a eu des choses qui ont été faites. Les autorités de la transition, je pense qu'ont manifesté leur volonté vraiment de rester dans cette communauté et ils doivent vraiment faire eux aussi des efforts pour dire au peuple que nous sommes ensemble et que le Mali c'est aussi la CEDEAO, c'est aussi chacun de ces pays-là, quoi. Très bien. Voilà, donc, merci beaucoup. Alors, je tourne vers Badou Escobar. Vous êtes journaliste. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous attendiez vraiment à ce que ces sanctions soient exactement levées? La fumée blanche n'a pas eu lieu. Les rumeurs de coulisses disaient tout de même que la levée des sanctions était en bonne voie. Mais à la dernière minute, il y a eu un coup de théâtre. On nous a fait savoir qu'il y aura une autre rencontre le 3 juillet. Et c'est cette rencontre qui va déterminer si on doit toutefois lever les sanctions ou si on ne doit pas lever les sanctions. Nous pensons que chaque parti doit mettre de l'eau dans son vin. C'est pour dire que la CEDEAO s'acharne, le gouvernement du Mali résiste. Nous devons aller au-delà de ça. Donc depuis janvier 2022, le Mali est sous embargo. Donc chacune des parties s'est fixé une ligne rouge à ne pas franchir. Donc il est temps que la CEDEAO et le Mali reviennent à des meilleurs sentiments pour pouvoir trouver un compromis. Vous savez que la CEDEAO, c'est une grande communauté. Le Mali fait partie de cette communauté. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Donc, le préalable, c'est que et la CEDEAO et le Mali puissent trouver un compromis. Parce que si vous suivez le Mali lambda va vous dire que la CEDEAO a injustement imposé un embargo sur le Mali au lieu d'accompagner le Mali. Parce que depuis 2012, quand même, le Mali vit une crise sécuritaire, pour dire une crise multidimensionnelle. Donc, cette crise a abouti à l'occupation d'une partie du Nord pendant 9 mois avant que, dans le cadre de l'opération Serval, les forces françaises n'interviennent et que d'autres forces internationales viennent. Donc quand on tient compte de tout ça, on pense qu'il faut plutôt accompagner le Mali pour que le Mali sorte de ces mauvais pas. Et d'autres vous diront peut-être que les textes de la CEDEAO même sont dépassés. Il faut adapter les textes de la CEDEAO aux réalités actuelles parce que la CEDEAO, c'est toujours le médecin après la mort. Donc, il faudrait que la CEDEAO songe dorénavant à pouvoir circonscrire les crises avant que les crises n'interviennent. Et d'ailleurs, nous avons appris que les pays qui se sont opposés à la levée de ces sanctions, c'est surtout le Niger, le Nigeria et le Ghana. D'ailleurs, avant même qu'il y ait la rencontre, Goodluck Jonathan, le médiateur attitré, le médiateur mandaté par la CEDEAO, a effectué une visite éclair à Bamako et il est reparti à Accra avec un chronogramme qui lui avait été édicté par le gouvernement du Mali. Apparemment, c'est ce chronogramme qui n'a pas tellement plu à la CEDEAO. Mais ce que nous pouvons dire à ces pays, par exemple au Ghana et au Nigeria, qui comprennent aussi les difficultés auxquelles le peuple malien est confronté. Le Ghana a connu plus de 10 coups d'État avant de retrouver la stabilité. Le Nigeria a connu autant de coups d'État avant de retrouver la stabilité. Est-ce que le coup d'État, c'est le moyen sûr, forcément, pour arriver à la stabilisation d'un pays? Non, le coup d'État, ce n'est pas le moyen sûr pour arriver à la stabilisation d'un pays. Et le coup d'État, quand même, ça amène toujours une rupture constitutionnelle. Quand il y a une rupture constitutionnelle, ça ramène le pays en arrière. Mais les autorités maliennes doivent être comprises parce que le pouvoir a été pris dans un contexte extrêmement difficile, dans un contexte sécuritaire très difficile. Donc s'il y avait le minimum de stabilité, il n'y en a pas à avoir de coup d'État. Et en 2018, quand on devait organiser l'élection présidentielle, donc la CEDEAO n'a pas bougé le petit doigt pour exiger qu'il y ait des réformes avant la tenue de l'élection présidentielle. Et le résultat est connu. C'est pourquoi nous pensons qu'organiser des élections aujourd'hui à la USAID au Mali, c'est très très hasardeux. Le résultat serait un autre coup d'État. Et patatras, on va se retrouver encore en arrière. Donc la CEDEAO doit tenir compte de tout ça. Et certains disent même que la CEDEAO est aux ordres de la France et que c'est la France qui a fait qu'à la dernière minute, il n'y a pas eu un accord. Donc il faudrait que la CEDEAO et l'UMOA vraiment nous prouvent leur indépendance, nous prouvent une certaine indépendance vis-à-vis de certaines puissances. Parce que, pour terminer, par exemple, si la CEDEAO avait accepté de lever les sanctions, donc l'UMOA aussi allait lever les sanctions du côté financier. Parce que nos avoirs sont gelés au niveau de l'UMOA. Il faut que la CEDEAO s'assume. Et si la CEDEAO s'assume, l'UMOA aussi va lever les gels de nos avoirs, etc., etc.
Okay. Alors, vous êtes analyste politique, je le rappelle une fois encore, il y a quelques jours ou 2 semaines, comment il s'appelle, Mahmoud Dicko, l'imam Mahmoud Dicko est sorti, il a sorti deux adjectifs, arrogant et orgueilleux. Est-ce que vous semblez, dans cette affaire, que nous avons une communauté internationale orgueilleuse? Maintenant, quand on essaie de voir avant de répondre à cette question, c'est-à-dire que la situation, quand les gens pensent que le mal, c'est la France que derrière, ce que l'embargo ne soit pas levé, mais quand on essaie réellement de voir ce qui s'est passé le dimanche, ça peut sembler donner le contraire. Parce que tout le monde sait qu'Alassane, selon les indiscrétions des journalistes qui sont sur le plateau, des journalistes accrédités au niveau international, Alassane est pour la levée des sanctions, Macky Sall aussi est pour la levée des sanctions. Donc à ce niveau, il n'y a pas de plan, alors que c'est eux qui doivent être les pions de la France. Maintenant, au niveau du Nigeria, je ne vois pas en quoi la France peut mettre la pression sur le Nigeria pour pouvoir jouer à ce que les sanctions ne soient pas levées. Moi, je me dis juste que c'est une question interne, et comme Mathieu l'a dit, c'est juste une question de temps et que les deux autorités doivent vraiment se comprendre pour que les sanctions puissent être levées. C'est la chose la plus importante parce que le peuple a souffert et le peuple, c'est rare de voir en Afrique un peuple qui accepte de souffrir. Le peuple accompagne le gouvernement. Il ne faut pas que le gouvernement aussi continue à comprendre que le peuple va continuer encore à souffrir davantage. Il faut souvent... Il y aura des limites. Il y aura des limites. Donc c'est le moment de stopper ce qui est en train de se passer. Maintenant, par rapport à la sortie de Mahmoud Dicko, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Il est sorti. Il a dit ce qu'il pense, c'est son point de vue. Et moi, je pense qu'on ne doit pas quand même le traiter de tous les mots d'Israël parce qu'il a parlé. C'est son point de vue. Non, ma question n'est pas là. Votre question, ma question est plutôt, est-ce que vous pensez que nous avons une communauté internationale orgueilleuse? Ah oui, nous avons une communauté internationale orgueilleuse parce que la communauté internationale doit intervenir intervient au Mali, dans les cas pour stabiliser la sécurité. Et là, quand on parle de sécurité, il faut que vraiment le peuple aussi soit sécurisé. Aujourd'hui, les gens ont faim. Et la communauté internationale doit tenir compte que vraiment cette population, ce n'est pas seulement la sécurité sur le plan militaire, mais essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire pour que vraiment la sécurité, la stabilité soit là. Maintenant, pour des questions de 2 mois, de 3 mois, la communauté internationale, si elle n'est pas orgueilleuse et que le gouvernement du Mali aussi, ils doivent se comprendre pour des questions de 2 mois, 3 mois, je ne vois pas de sens. Ça n'a pas c'est pas un problème, des questions de temps. Très bien. 2 mois, 3 mois, ça ne servira à rien pour la vie d'une nation. Alors, merci, Monsieur Massiré. Vous pensez que actuellement, c'est le Mali seul qui souffre de cet embargo, ou il y a aussi les pays voisins qui souffrent ensemble avec nous? Donc, vous savez, c'est tellement évident. Le Mali seul ne souffre. C'est pas le Mali seul qui souffre dans cette affaire. Déjà, nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde aujourd'hui. Vous avez vu la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça a entraîné? Les prix ont flambé, les prix de beaucoup de matières premières, l'engrais, le blé, le pétrole, et ainsi de suite ont flambé. Déjà, nous avons ce problème. Nous avons également le problème du terrorisme qui dépasse un peu nos frontières. Nous avons le problème de l'immigration clandestine qui dépasse un peu nos frontières. Donc, il y a tellement de problèmes qui font qu'aujourd'hui, le Mali seul ne souffre pas de cette situation. Nos voisins aussi en souffrent beaucoup. Mais je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de privilégier l'intérêt des Maliens. C'est-à-dire que certains qui sont devant ou bien qui sont responsables de ce pouvoir ne s'accrochent pas pour tout simplement des questions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des Maliens. Je crois que pour l'intérêt des Maliens, aucun sacrifice aujourd'hui n'est de trop. En tout cas, si on aime son pays, aucun sacrifice n'est de trop aujourd'hui. Le Malien a trop souffert et cette souffrance n'a pas commencé avec cet embargo, avec ce coup d'État, avec ce changement d'ordre. C'est bien avant cela. Ça fait plus d'une décennie et peut-être même plus que le Malien souffre dans sa chair et dans son âme. Et ça, dès qu'on le comprend, moi je pense que c'est très facile de parvenir à un accord si ça va dans le sens de l'intérêt des Maliens.
Très bien. Et il y a quelques jours, quelques semaines, Abdoulaye Diop était à Lomé, au Togo, pour rencontrer le président togolais. Est-ce que vous pensez que le président togolais n'a pas pesé vraiment de son poids dans la médiation pour que nous puissions obtenir, même si c'est une levée progressive des sanctions? Bon, vous savez, moi je ne suis pas du genre à dire que c'est bon d'aller... Pour moi, le linge sale se lave en famille, c'est tout ce que je sais. La CEDEAO a déjà désigné son médiateur. Nous l'avons déjà accepté. Si nous pensons qu'il n'est plus en mesure de faire le travail, nous pouvons le contester aussi. Mais de là à aller confier le dossier à un autre chef d'État de cette même organisation, est-ce que... Bon, moi, personnellement, ce n'est pas une démarche que j'approuve, mais peut-être que les autorités ont une raison que nous ne maîtrisons pas. Mais selon nous, tout simplement, est-ce que ça ne va pas créer de tensions entre les dirigeants? Et puis, vous savez, l'organisation, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les décisions sont prises à l'unanimité. Même s'il y a des contradictions ou des contestations à l'intérieur, ça ne va pas trop changer la donne parce que c'est la majorité qui l'emporte. Et on va dire que c'est l'organisation qui a décidé ceci, qui a décidé cela, y compris avec les chefs d'État qu'on est parti solliciter. Donc, est-ce que là, ce n'est pas mieux de voir tout simplement, avec le médiateur qui a été désigné, comment il faut encore pousser davantage. Est-ce que la confiance n'est pas entre-temps brisée entre ce médiateur qui est désigné? Aujourd'hui, c'est ça. Nous personnellement, c'est cette impression, en tout cas, que ça donne, que la confiance est brisée, que nous n'avons plus confiance à ces médias. Mais même cela, je pense qu'il y a qu'il y a une manière de le contester, voilà, de l'exprimer. Il y a une manière de le faire savoir. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est leur choix. Peut-être que c'est justifié et ils ont peut-être des raisons que nous ne maîtrisons pas. Et nous voyons tout simplement, nous nous demandons est-ce que ça va... Parce que, ça, en fait, est-ce que ça va peser vraiment grand-chose sur la balance? Est-ce que ça va peser grand-chose sur la... C'est ça la question, vous avez vu. Pourtant, il y avait l'espoir qu'on allait lever les sanctions et tout ça. Et après, finalement, ça s'est terminé comment? Très bien. Et on a dit qu'il faut poursuivre les discussions. Donc, c'est comme avec les mêmes médiateurs. Voilà. Donc, c'est comme une sorte de retour à la case départ. Alors, M. Mohamed Salia Touré, rapidement, question de différence de 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est ça qui bloque en fait la levée des sanctions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les grands hommes, comme les chefs d'État, ne peuvent pas s'entendre sur 2, 4 mois? Ok, d'accord, on peut y aller. Bon, moi, je pense que la question de délai, c'est tout simplement un prétexte, quoi. Je pense que c'est déjà le qu'elle a dit. 2 mois, 1 mois, 2 mois, ce n'est rien, quoi. Parce que la vie d'une nation, c'est trop long, quoi. Pour juste s'étirailler entre 2 ou 3 mois, il faut... Moi, je pense vraiment que quelque chose doit être fait dans les coulisses pour que nous puissions vraiment dépasser ce cap-là. Mais malheureusement, on ne sent pas vraiment cette forte négociation qui doit se faire à l'entame de cette session, de ce sommet qui a eu lieu avant-hier. Donc cela a fait défaut. Cela a fait défaut parce que si cela avait été vraiment ressenti, peut-être que nous allons procéder, nous allons voir une levée progressive de sanctions. Mais si on garde le statu quo, cela veut dire que quelque part, comme vous l'avez si bien dit, la communauté internationale, que je considère peut-être que pour nous, à l'heure actuelle, la CEDEAO, la levée des sanctions, plus bon, la France dont on parle aujourd'hui, si ces gens-là, nous sommes en bon terme avec ces gens, peut-être on fera tout pour opter pour une levée progressive des sanctions, mais cela n'a pas été fait. Cela veut dire que quelque part, certains n'ont pas fait le travail. Certains n'ont pas fait le travail. La question de faire recours à Faure Gnassingbé, je pense que c'est une volonté affichée des autorités de la transition pour montrer que nous voulons, au-delà de celui qui est déjà l'émissaire, Goodluck Jonathan, au-delà de lui, nous voulons aussi avoir un chef d'État, un allié qui peut peser aussi dans la balance auprès des autres, auprès de ses pairs, pour que avant-hier, qu'on puisse vraiment trouver une solution. Mais malheureusement, je pense qu'il a fait de son mieux, peut-être, auprès de ses pairs,
nous avons vu ce qui s'est passé. Certains chefs d'État étaient contre, c'est ce que nous aurons appris dans les coulisses, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas vraiment pensé au peuple, comme on l'a si bien dit. Cette CEDEAO doit vraiment revoir sa façon de faire les choses. C'est peut-être qu'ils ont été frappés de leur orgueil parce que depuis fort longtemps, nous savons qu'ils ne portent pas le Mali dans leur cœur parce que grâce au Mali aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient comme tard a été démontré. Toutes les sociétés civiles africaines de la sous-région ont décrit leur gestion, décrit leur façon de faire, les sanctions illégales et illégitimes et des sanctions qui sont purement d'ordre politique pour dissuader d'autres pays à faire la même chose que le Mali. Mais malheureusement, le Burkina a suivi, la Guinée a suivi. Peut-être s'ils ne font pas d'autres choses, même avant le 3 juillet, s'ils ne font pas attention, d'autres vont suivre. Le printemps qui s'était passé, c'était le printemps arabe. Aujourd'hui, s'ils ne prennent pas, ils ne essaient pas de quitter leur vase là et faire en sorte... Voilà, il faut qu'ils regardent la réalité en face. Aujourd'hui, les générations qui sont là aujourd'hui sont prêtes à tout casser pour que nous puissions vraiment trouver des dirigeants qui ont une vision et qui veulent vraiment qui veulent travailler pour les sociétés africaines, pas pour un club de chefs d'État africains qui font tout pour préserver leur... Merci Mohamed Salia Touré. C'est un discours que vous ne semblez pas m'attirer. C'est un discours que vous ne semblez pas très bien adopter. Naturellement, je ne peux pas cautionner quand même. Je ne peux pas porter ce genre de discours tout en sachant un peu comment nous sommes en train de travailler pour parvenir à un accord. Donc ça veut dire que quelque part, nous reconnaissons la crédibilité dont jouit cette organisation. C'est vrai, comme toutes les organisations du monde, il peut y avoir des défauts. Ça, on le reconnaît. Mais de là à dire que vraiment, on avait... Essayer ce discours. C'est cette crédibilité aujourd'hui. Jusque-là, il a la parole. On avait essayé ce discours au tout début, on a vu là où ça nous a mené. Finalement, c'était une obligation de nous mettre sur la même table pour discuter, pour parvenir à un accord avec cette même organisation. Mais moi, là où je voulais un peu attirer l'attention de tout le monde, c'est que plutôt que d'aller voir fort, c'est vrai que c'est un dirigeant, mais est-ce que son pays a ce poids assez important au sein de la CEDEAO? Alors que quelque part, quand tu parles de la CEDEAO, bon, peut-être les anglophones c'est un peu difficile, mais avec les francophones, nous avons des voisins comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Mais à savoir, est-ce que ce n'est pas celui qui s'est proposé? Qui sont quand même des... C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Est-ce qu'il ne s'est pas proposé? S'il vous plaît, est-ce que Forum ne s'est pas à la parole, qui sont aussi des poids lourds, et je pense que ce sont nos voisins qui sont directement concernés et touchés par la crise que nous traversons. Nous pouvons parvenir à un accord avec eux. Nous pouvons leur demander d'être notre avocat et je suis sûr qu'ils le feront. Je voulais un peu réagir pour dire qu'aujourd'hui, M. Fabrice, c'est-à-dire qu'il y a des chefs d'État aujourd'hui de cette communauté de la CEDEAO qui sont peut-être très sensibles à la question de ces sanctions-là, qu'eux-mêmes peut-être ils ne partageaient pas. Mais ils étaient obligés de cautionner à un moment donné lorsqu'elles avaient été prises, ces sanctions, et qui aujourd'hui pensent que les sociétés civiles africaines, les peuples aujourd'hui qui font des appels à soutien au peuple malien, ils se sentent obligés aujourd'hui de faire quelque chose. Les gens n'ont pas la même lecture des choses. Hein. Et je pense aujourd'hui que ce fort aussi, Yatim Nyasimbe, et peut-être s'est senti concerné, et peut-être que c'est lui-même qui s'est proposé pour appuyer ce que le Glock Jonathan dans son travail. Si on dit qu'il est venu au Mali à un moment donné, c'est parce que peut-être qu'il veut lui-même se proposer pour essayer de trouver une issue favorable. Donc s'il fait cette proposition aux autorités maliennes, je pense que c'est la bienvenue. Ils peuvent qu'appuyer sur ça et voir ensemble comment ils peuvent faire pour trouver la solution. C'est ce que moi je voulais dire en fait. Merci beaucoup Mohamed Salia Touré, le Mali en marche. Alors nous avons la sanction de la CEDEAO, la transition également est en marche. Vous êtes dans l'émission Alafia Hebdo. Alors l'autre semaine, ou bien les semaines passées, il y a l'imam Mahmoud Diko qui annonçait au forum de Bamako qu'il y a une communauté orgueilleuse et des gouvernements, un gouvernement arrogant. Alors nous pensons avec les invités ici, on va donner la parole à M. Badou Escoba qui est journaliste. Alors, où allons-nous? La situation, nous sommes dans le statu quo. Ça ira ou ça n'ira pas? Il y a des raisons d'espérer parce que la porte du dialogue n'est pas fermée. Et ça, c'est très important. Si la porte du dialogue était fermée, on allait peut-être parler à l'optimisme. Mais puisque les négociations continuent, les discussions
continuer pour pouvoir voir le bout du tunnel. Je crois que c'est une bonne chose. Mais ce que je veux dire, la communauté internationale, l'Union africaine et la CEDEAO également ont un peu péché par rapport à leur comportement vis-à-vis du Mali. On dirait qu'il y a eu une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que le Mali, le Burkina et la Guinée n'ont pas été logés à la même enseigne. À ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, ni le Burkina ni la Guinée n'ont été sanctionnés. Pourtant, dans ces 2 pays, il y a eu des coups d'État. Au Tchad aussi, constitutionnellement, ce n'est pas le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby qui devait venir. Il y avait le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Non, je veux dire, j'ai parlé du plan, sur le plan international, j'ai parlé de l'Union africaine, j'ai parlé de la CEDEAO. Donc c'est pour dire que il y a la politique des 2 poids 2 mesures. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut que les organisations sous-régionales, plus précisément la CEDEAO, il faut que la CEDEAO puisse pleinement jouer son rôle, que la CEDEAO ne fasse pas de discrimination. Parce que le cas du Mali et du Burkina peuvent être des cas similaires, dans la mesure où le Mali est confronté à une insécurité endémique, le Burkina aussi est confronté à une insécurité endémique, et c'est le terrorisme. Et nous savons tous que le terrorisme est transnational. Aucun pays à lui seul ne saurait lutter contre le terrorisme. Donc, si nous tenons compte de tout ça, donc, les chefs de la CEDEAO doivent être regardants par rapport surtout à la situation du Mali. Parce que tout est parti du Mali. Ça a commencé au Mali pour toucher le Burkina, pour finir par la Guinée. En Guinée, il y a eu peut-être un problème social qui a poussé le colonel Mamadou Doumbia à prendre le pouvoir. Mais pour le cas du Mali, par exemple, c'est suite à l'insécurité endémique. Pour le cas du Burkina aussi, c'est suite à cette même insécurité liée aux différentes attaques terroristes. Donc c'est pour vous dire que et pour pouvoir trouver une issue favorable, moi je pense que l'embargo n'était pas nécessaire. Et c'est cet embargo qui a poussé le peuple malien dans un éclair de conscience patriotique vraiment à essayer de pousser les autorités de la transition à résister. Or cette résistance ne nous mène là nulle part parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Nous sommes dans un monde où un seul pays ne saurait vivre en autarcie. Vous prenez l'espace CEDEAO, c'est 420 millions d'habitants. Le Mali seulement fait 20 millions d'habitants. Si le Mali doit négocier avec la Chine, qui fait plus d'1 milliard d'habitants, alors que le Mali fait 20 millions d'habitants, devinez quel résultat ça va donner. Et souvent, j'ai l'habitude de le dire, j'ai toujours dit, Dieu a plus de 1,6 milliard de Chinois à nourrir, il a plus d'1 milliard d'Indiens à nourrir. Vous pensez qu'il va penser à 20 millions d'habitants. Donc Dieu a d'autres soucis. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à rester avec la CEDEAO, à ne pas rester en marche, mais à faire en sorte que la CEDEAO puisse nous respecter, parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO, faire en sorte que la CEDEAO puisse vraiment revoir ses textes. Par exemple, vous lisez certains textes, ces textes vous diront qu'un pays qui n'a pas de débouché sur la mer, ce pays ne doit pas subir les effets d'un embargo. Ça, c'est dans certains textes de la CEDEAO. Donc, il faut revoir les textes de la CEDEAO afin que la CEDEAO ne soit plus un syndicat de chefs d'État, mais que la CEDEAO soit la CEDEAO des peuples. Et c'est cette exigence que les peuples de la CEDEAO sont en train de réclamer. Par exemple, au tout début de l'embargo, il y a eu des manifestations un peu partout, à Dakar et ailleurs. Et là où je félicite un peu les autorités de la transition, ce n'est pas pour avoir quelque chose, un poste de responsable. Le fait que les autorités de la transition ont sollicité Fort Yaoundé, le fait que les autorités de la transition ont sollicité le soutien de Fort Yaoundé pour trouver une solution à la levée de l'embargo, moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'il n'y a pas longtemps, les problèmes du Mali ont été discutés à Paris et à Bruxelles. Ce n'est plus l'époque du congrès de Berlin, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, quels qu'en soient les chefs d'État africains, qui qu'il soit, si on le choisit pour mener ces négociations, je pense que c'est une très bonne chose, c'est à notre avantage. Et le président du Nigeria, Mamadou Buhari, a dit quelque chose, ça m'a beaucoup plu. Il dit qu'il faut désormais criminaliser les chefs d'État qui essayent de modifier la Constitution. Parce que la modification d'une Constitution, c'est comme un coup d'État. Donc, ça, c'est des avancées significatives. Mais en matière de droits de l'homme, pour finir aussi, en matière de droits de l'homme, on est en train d'accabler le Mali. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on parle des droits de l'homme... Bon, peut-être qu'on va parler, on en reparlera avec le rapport de la MINUSMA qui est sorti et le mémorandum que le gouvernement aussi a sorti par la suite. Vous parlez tout de suite, je m'en vais m'adresser comme ça à Abdoulaziz Oumar Diallo. Vous parlez tout de suite, est-ce qu'on va parler tout de suite de coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel, souvent qui n'est pas sanctionné par la CEDEAO. Mais quand il s'agit des POUT, tout de suite, il y a des sanctions. Et jusque-là, nous avons 3 pays en ligne qui sont là dans les coups d'État, mais un est sanctionné. Ok. Maintenant, ce que moi je voulais juste dire à mon cher estimé
grand frère bien-né Barou, que Dieu, il est plus proche des pauvres que des riches. Donc ça c'est... Bon, là, on ne va pas déterminer la position de Dieu. Non, je comprends. Je comprends. Pour dire qu'il faut pas... Je comprends, c'est juste pour taquiner mon grand frère. Mais au niveau de la CEDEAO, il faut obligatoirement revoir les textes de la CEDEAO. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est la condition sine qua non si vraiment l'organisation sous-régionale veut marcher. Et encore faire en sorte que vraiment l'organisation sous-régionale arrive à se prendre en charge elle-même. Tu ne peux pas dans une organisation sous-régionale comme la CEDEAO ou l'Union africaine, où les 70% des recettes sont payées par l'extérieur, ils sont obligés d'être sous le joug de l'extérieur. Maintenant, tant qu'ils n'arrivent pas à se prendre en charge, ça ne sera pas du tout bon. Et un peu, le deuxième aspect, c'est quoi? C'est que les coups d'État qui sont en train de se tenir sur le continent africain, parce que les textes, la CEDEAO est là. La CEDEAO, les présidents sont là. Ils disent rien jusqu'à ce que le coup d'État intervienne. Et quand vous intervenez, les militaires ont déjà le pouvoir. Ils sont obligés de faire ce qu'ils veulent d'abord. Donc, à un moment, ils vont vous allez. La seule chose que la CEDEAO peut faire, c'est quoi? C'est de les sanctionner. Maintenant, quand nous essayons de voir, la CEDEAO a fait double, c'est-à-dire que 2 poids 2 mesures par rapport à ces sommets-là. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils ont trop favorisé le Burkina que le Mali. Quel intérêt ont-ils à favoriser? C'est ce qu'on cherche à comprendre. Parce qu'imaginez-vous, quand dans les sanctions, au niveau du Burkina, il y a la lutte contre le terrorisme. On félicite le Burkina par rapport à certaines zones qui ont été vraiment libérées, à ce que les militaires sont en train de faire. Mais du côté du Mali, aucune félicitation. C'est vrai, les militaires maliens sont montés, ils sont en difficulté, ils sont en train de chercher à monter en puissance, ils sont en train de chercher à libérer certaines zones. Donc, il faut les féliciter aussi, ça va les encourager. Mais puisque vous félicitez l'autre, vous ne félicitez pas l'autre, l'autre va penser que vraiment c'est comme vous êtes en train de chercher à lui faire du mal. Donc, la CEDEAO doit revoir ses textes si réellement nous voulons que la CEDEAO continue. Et la façon dont les choses sont en train de partir, si on ne fait pas attention, la CEDEAO va se diviser. Parce qu'imaginez-vous les trois, ils vont se retrouver et que Alassane et Macky Sall continuent à garder leur position pour lever les sanctions et que les présidents du Niger et du Ghana continuent à pousser leur position. C'est Alassane et, comme tu l'as dit, c'est Alassane et Macky Sall qui sont en train de souffrir. Donc ils vont ouvrir les frontières malgré eux-mêmes. Donc là, ça va jouer si la CEDEAO s'est discréditée. Non, si eux aussi ils ouvrent les frontières, c'est qu'ils ont violé les textes. Ils ont violé les textes parce que ça ne les arrange pas aussi. On peut pas ça. L'économie, Dieu seul sait combien Mao Makalou m'écoute, celui qui est l'expert dans ce domaine-là. Il sait combien la Côte d'Ivoire a perdu, le Sénégal est en train de perdre. La même chose, le Mali aussi est en train de perdre. Donc, alors qu'ils poussent des choses qui ne valent pas du tout la peine. On peut ouvrir les frontières et puis continuer à sanctionner. Les sanctions là, Hachim Goïta, les sanctions qui sont imposées aujourd'hui, Choguel ne les sent pas, le gouvernement ne les sent pas, le CNT ne les sent pas, c'est nous le peuple, les Massirés, les Barreaux, les moi et vous, nous sommes en train de sentir ces sanctions-là. Donc il faut que vraiment ils arrivent à faire une CEDEAO du peuple et non une CEDEAO des chefs d'État. Quand je ne veux pas qualifier quand même c'est-à-dire que c'est des chefs d'État quand même, il faut au moins du respect de considération à leur égard, mais qu'ils essaient vraiment de revoir leurs textes afin que vraiment la CEDEAO puisse se donner, surtout à ce que cette organisation puisse se prendre en charge. Tant qu'on n'arrive pas à se prendre en charge, mon cher ami, on ne sortira jamais. Tout ce que la France vit, ils vont le faire, c'est clair et net. Très bien. Lorsqu'il y a coup d'État constitutionnel, comme ils ont l'habitude de le dire, en fait, entre griffes, il n'y a pas souvent sanction. Mais lorsque nous avons coup d'État dans sa vraie nature, dans sa vraie signification, il y a sanction. Bon, vous savez... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Vous savez, je n'ai pas de formule magique, je n'ai pas les mots pour expliquer cette situation. C'est un constat. Maintenant, il faut partir sur une base, je pense, qui doit être claire pour tout le monde. Sans être l'avocat de la CEDEAO ni de qui que ce soit. Je parle de ce que j'ai vu. Avant le coup d'État du 18 août 2020, ils étaient là. La CEDEAO était là ou pas? Si. Non, moi je suis ici pour poser des questions. Non. C'est-à-dire que je veux qu'on soit clair. La CEDEAO a fait une médiation. Il y a des choses qui sont là qu'il faudrait quand même qu'on puisse les reconnaître. On a beau dire, oui, vous savez, tout le temps c'est comme ça. À chaque fois que quelque chose nous arrive, on cherche toujours la faute chez le voisin. Et très souvent, nous-mêmes, est-ce que nous nous donnons les moyens qu'il faut pour sortir de cette situation? Parce que si jamais, à l'intérieur, nous-mêmes, l'entente était là,
Est-ce qu'on aurait besoin de CEDEAO, de je ne sais qui d'autre, ainsi de suite? Non. Ces organisations ne viennent qu'en appoint de ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur. Il faut tout de suite enlever dans la tête des Maliens que la solution peut venir de l'étranger. Que la CEDEAO fasse, que la CEDEAO fasse, que la CEDEAO relise, que la CEDEAO ceci, que l'Union africaine cela, que la communauté... Non. Moi, je pense que c'est important que tout prenne le départ à partir d'ici même. Les Maliens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Maliens, ce n'est pas nous qui sommes sur ce plateau. Ce n'est pas les gens qui vont se rassembler en un truc dans un lieu donné. Non. Il y a des moyens par lesquels ils peuvent s'exprimer. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut tout de suite arrêter de dire ou bien de croire que la solution du Mali ne pourra venir que de l'étranger. C'est impossible. Pour moi, en tout cas, je demeure convaincu que seuls les Maliens peuvent trouver la solution à leurs problèmes et que les organisations ne viennent que pour soutenir ce qui a été déjà fait sur le plan intérieur. Très bien. Ça, c'est un. De deux, on est en train de tout, coup d'État ceci, coup d'État cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Pour moi, changement est égal à changement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça doit répondre à des règles. Ces changements de constitution, c'est vrai que la plupart du temps, c'est fait à dessein pour tous, c'est taillé sur mesure, pour tout simplement, c'est-à-dire augmenter le séjour du maître du jour sur le fauteuil. Et ce n'est pas normal, parce que j'ai tout de suite dit que les coups d'État, même si on doit les condamner, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Mais quand même, il ne faut pas aussi créer les conditions qui font que les militaires ou d'autres situations viennent constamment. Ça ne se fait pas. Et ça, ce n'est pas à l'autre de nous dire faites ceci, faites... Non, nous-mêmes, nous devons nous créer... Parce que, regardez, même Ibeka, que Dieu ait pitié de son âme, ou bien un autre dirigeant, c'est-à-dire que le Malien a toujours dans sa conscience que ce pays ne peut être libéré que par un homme providentiel. Et ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas un super-homme. Le dirigeant, il ne travaille que parce qu'il a derrière des gens qui lui demandent ce travail. C'est pour cela que moi, des fois, même ce titre de chef de l'État, on doit l'enlever pour dire serviteur de l'État. Mais les gens, tout de suite, non, c'est l'étranger, non, c'est celui, non, c'est celui. C'est pour ça que ce débat, moi, je pense que c'est un éternel de recommencement. C'est comme le mythe de Sisyphe, quoi. Ça part, ça revient. Ok, merci Massiré. Alors, oui. Moi, je voulais juste dire à mon cher grand frère Massiré que c'est vraiment l'étranger a son rôle à jouer. Il ne faut pas que nous minimisons. Il ne le dit pas. Il ne dit pas que l'étranger. Non, je comprends. Aujourd'hui, prenons l'exemple sur les sanctions. Il n'y a pas quelqu'un au niveau du Mali qui ne souhaiterait pas que les sanctions soient levées. Ça n'existe pas. Tout le monde veut, tous les peuples du Mali veulent que les sanctions soient levées. Mais nous sommes dans une situation, dans un monde où on est obligé, malgré que le peuple veut, malgré que les autorités veulent, la CEDEAO est en train de bloquer. Et qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait? Mais parce que c'est les textes de la CEDEAO qui le font, c'est pas nous, ça ne dépend pas du peuple, ils ont leurs textes. Ils ont des textes. Nous n'avons rien à voir avec malgré nos textes, malgré nos textes. Nous n'avons rien à voir avec ces sanctions. Non, si, les sanctions nous concernent directement. Non, je veux dire que, est-ce que nous n'avons pas été, d'une manière ou d'une autre... Oui, nous sommes peut-être la cause des sanctions. Mais on veut aussi que les sanctions, ce n'est pas parce qu'on est la cause des sanctions que nous voulons encore que les sanctions continuent à perdurer. Donc, on peut commettre une faute, mais il ne faut pas que ça soit perpétuellement, la faute soit là. Donc la CEDEAO, la communauté internationale a son rôle à jouer. Aujourd'hui, tout le monde sait. Un autre exemple, l'aménagement aujourd'hui, qui est là aujourd'hui. Tout le monde sait que tout le monde veut que vraiment le Mali soit libéré. Mais l'aménagement n'est pas en train de jouer un rôle répondre non plus que ça soit libéré parce qu'on nous dit son mandat ne lui permet pas d'intervenir. Ça, c'est quelle organisation? Mais l'aménagement, elle est là sur un territoire. Oui, ok, on va pas. Mais malgré tout, ça va. Malgré tout, rien ne bouge. Fabrice. Oui, c'est bon, oui. Mohamed Salia Touré. Ce que moi je voulais dire, grand frère,
C'est-à-dire, on dit que c'est Obama qui dit que l'Afrique n'a pas besoin d'un fort, mais des institutions fortes. Et bon, à dire aussi que ce sont les hommes qui créent les institutions et qui les fortifient. Aujourd'hui, il était clair que depuis un certain temps, le Malien a envie, à un moment donné, je prends l'exemple sur Feu IBK en 2013, tout le monde, les gens qui sont sortis massivement pour voter pour IBK, je disais qu'à l'époque, c'était parce qu'ils pensent que c'était un homme de poing, c'est un homme qui va nous faire sortir de cette situation, qui va nous donner des institutions fortes. Il va tout de suite prendre les mesures qu'il faut, l'unir des partenaires stratégiques avec des pays, des nations qu'il faut aujourd'hui, à l'époque, pour sortir le Mali. Au contraire, nous sommes encore sombrés dans le gouffre. Et le réveil a été brutal. Ça a été ce que tout le monde a constaté sur le terrain il y a 2 ans. Moi, je pense aujourd'hui que le Mali a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui vont remettre le pays là sur les rails, qui vont amener le changement tant clamé, tant recherché. Le changement, ça a un coût. Il faut que les gens acceptent ces coûts-là. À un moment donné, il faut prendre les hommes et les femmes qui peuvent vraiment aider ce pays-là à se stabiliser pendant un temps. La durée là, que ça soit 24 mois, 16 mois, même si au-delà, c'est tout au long de la vie. Si c'est là, on a des garanties que les hommes et les femmes que nous avons aujourd'hui peuvent nous donner des institutions stables, peuvent nous garantir des choses, pourquoi pas? Il faut que ces gens-là aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, qu'ils comprennent cela, qu'ils comprennent le cri de cœur des Maliens. Aujourd'hui, c'est la lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'amorce que les autorités de la transition ont donné, les communications qu'ils ont faites, personne ne peut dire que le peuple malien dans sa majorité n'épouse pas. Mais ils ont besoin d'assurance, ils ont besoin de garantie. Parce qu'on ne peut pas gifler un diable et revenir s'asseoir tranquillement, dormir sur ses oreilles. On a giflé le diable, on a réveillé l'orgueil de cette communauté internationale dont l'imam a parlé. Donc il faut trouver les voies et moyens aujourd'hui pour les contrecarrer et pour y faire face. C'est comme c'est là, quoi. Dans une révolution, là, qu'on le veut ou pas, ce qui a été fait là, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et on a eu l'occasion, je reviens un peu sur cette histoire de l'imam. Non, moi je prends l'histoire du Mali, c'est 2012. Je n'ai pas connu 91, hein, mais 2012 que j'ai connu là, c'était sans précédent. 2012 était plus chaud, plus dur que 91. Ça, je vous le dis. Alors, mais ça a été fait devant nous. Nous l'avons écrit et nous continuons à dire que mars 2012 était le début de notre histoire. Merci. On vous redonne la parole tout de suite. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Alafia Hebdo. Et voici, c'est comme ça. Oui. Quelques secondes. Je vais tout simplement dire que ces dernières années, la communauté internationale a connu une mutation profonde. Et il y a le droit d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Parce que l'expérience a démontré que dans les temps, les Nations Unies, l'OIE à l'époque, ne se mêlaient pas trop des affaires internes des pays. Et ça donnait souvent des résultats catastrophiques. Je vais parler du cas de la Somalie. Pendant longtemps, la Somalie a été laissée à elle-même et on a vu le résultat. Finalement, l'Union africaine, et sous les cours de la mission, a été obligé d'envoyer des contingents là-bas. Donc c'est pour vous dire que le droit d'ingérence est une obligation. Et la CEDEAO, effectivement, à un moment donné, est venue au cheveu du Mali. Et le problème de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO se contente souvent de faire des recommandations et de faire des propositions aux chefs d'État. Et souvent, ces chefs d'État n'appliquent pas ces propositions. Et le résultat, c'est le coup d'État. Sinon, en matière d'intégration, la CEDEAO avait une longueur d'avance. On a vu peut-être en août 90, la force ouest-africaine d'interposition du Congo est intervenue au Libéria, quand ça n'allait pas entre Samuel Doe. Quand ça n'allait pas entre Samuel Doe et Charles Gankay Toro, en Sierra Leone, en Gambie, en Guinée-Bissau. Donc ça, c'est des avancées significatives. Maintenant, il faut que la CEDEAO aille plus loin. Il faut que la communauté internationale aille plus loin, n'est-ce pas, en essayant de mettre en demeure les chefs d'État qui se comportent en véritable monarque. Parce que beaucoup de chefs d'État élus pensent qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Donc nous sommes leur sujet. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que les chefs d'État sachent que ils sont le peuple. Ils sont à ce niveau, c'est pas la CEDEAO. Je ne pense pas que nos problèmes seront réglés par les étrangers. Ils nous accompagnent. Nous savons tous ici combien le Malien est hostile à cette présence militaire étrangère. Donc si vous dites que cela, si nous n'arrivons pas à nous entendre, y compris par la dernière fois, il y avait un communiqué pourtant de la
CEDEAO dans ce sens, qui parlait de l'intervention de cette force, et tout le monde s'est levé ici en un seul homme pour dire qu'on n'en veut pas. Ouais, c'est exact. Ça a été fait ou non? Ils disent qu'ils vont préparer là. Il ne faut pas créer des précédents. Il ne faut pas dire des choses que tu sais très bien que ça va entraîner une situation que tu ne peux pas contrôler. C'était comme il y a la force de la CEDEAO qui est bien en attente. Mais attention, comment l'utiliser et n'importe comment l'utiliser. Il faut faire très attention. Il a toujours la parole. Ce droit d'ingérence, ce droit d'ingérence, moi je crois qu'à un moment donné, il y a des limites. Et il ne faut pas créer de précédents. Non, le Mali n'était pas dans ça. Vous êtes bien compris. Ce que je veux dire. Oui, allez-y. Plus patriote que moi, tu meurs. Ce que je veux dire. Non, c'est la vérité que je veux dire. Le peuple malien est un peuple fier. Le peuple malien ne veut pas qu'on s'ingère dans ses affaires intérieures. Mais à un moment donné, le Mali aussi est intervenu dans d'autres pays. Et l'ancien président Amadou Toumani, paix à son nom, n'est-ce pas, a été médiateur pour la résolution de beaucoup de crises. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise. Nous cherchons à résoudre notre crise à l'interne. Mais si nous avons des organisations de bonne foi qui veulent nous accompagner pour qu'on trouve une solution à nos problèmes, ils sont les bienvenus. Maintenant, si c'est des personnes qui viennent avec des mauvaises intentions, ça c'est autre chose. Il y a un constat qui est là. Une seconde, je voulais juste dire qu'il y a un constat qui est là depuis fort longtemps. Nous savons que pour des rares fois ces derniers temps, on sent que les Maliens aiment régler leurs problèmes par eux-mêmes sans compter sur une présence étrangère, sans compter sur une force étrangère. Ça, souvent, à un moment donné, ça a été dit, mais avec ces autorités de la transition, nous sentons cette fierté-là de pouvoir venir à bout de nos problèmes par nous-mêmes. C'est après qu'on va faire appel à des étrangers ou bien à des partenariats stratégiques. Je pense qu'ils s'inscrivent dans cette dynamique-là. C'est ça le changement dont on parle. Et ça aussi, si on parvient à l'inculquer dans la population des gens, dans la tête des gens, forcément, ils vont s'y habituer et se conformer à ce qui va être fait et ce qui va être dit. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que tout ce qui est en train d'être fait, aujourd'hui, je pense que c'est en train d'aller dans le sens où il faut amener le Malien à croire à eux-mêmes, à leur capacité aujourd'hui de faire face à certains problèmes et de trouver leurs solutions. C'est tout, hein? Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Alors, à la Fia Hebdo, nous y sommes et nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Merci pour vous qui nous suivez. Si vous venez de nous rejoindre ou prendre en marche, c'est un plaisir où nous parlons de la non-levée des sanctions de la CEDEAO. Et nous sommes sur ce plateau avec Mohamed Salia Touré, qui est de la société civile, Massiré Diop, qui est journaliste à l'Indépendant, Abdoulaziz Oumar Diallo, analyste politique, Badou Escobar, journaliste et directeur de publication du journal Triomphe du Mali. Nous parlions de la non-levée des sanctions de la CEDEAO au sommet du 4 juin dernier. Alors, vous aviez la parole, monsieur Mohamed Salia Touré. Oui, bon, je disais quand même que ces sanctions concernant le Mali, aujourd'hui, il faut que nous soyons en mesure de trouver les voies et moyens pour soutenir nos autorités de la transition à poursuivre le dialogue avec les chefs d'État de la CEDEAO, 1. 2, et aussi à préparer tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que le Mali ne soit pas, ne retourne pas dans une situation plus pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Cela va du fait qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a un plan qui a été annoncé à un moment donné, et qu'ils puissent aussi travailler à ce plan B. Il faut toujours être organisé de telle sorte que quand ça ne va pas d'un côté, il faut toujours exploiter de l'autre côté. Très bien, merci. Il ne faut jamais se laisser comme ça entre les mains d'une seule personne ou bien d'une seule organisation. À un moment donné, il faut quand même se préparer à faire face à certaines situations qui peuvent être désagréables. Monsieur Badou Escobar, vous parlez tout de suite, vous évoquiez le rapport sur les tendances de la violation, les violations des droits humains qui est sorti par la MINUSMA et par la suite, le gouvernement aussi a sorti un mémorandum. Est-ce que le bras de fer continue toujours? Voilà, il est sorti, nous sommes sortis du G5 Sahel, la MINUSMA où les gens demandent aussi leur départ. Est-ce que le bras de fer entre le gouvernement malien, le gouvernement de la transition et la communauté internationale
ce bras de fer est toujours là, la tension monte toujours d'un cran. Non, il n'y a pas de violation des droits de l'homme, il n'y a pas d'incompréhension entre le Mali et la communauté internationale. Apparemment, c'est la communauté internationale qui ne maîtrise pas certaines choses. Sinon, les autorités maliennes savent exactement ce qui se passe, où et quand. Donc, quand on parle du problème des droits de l'homme, souvent certains se contentent des rapports biaisés étant dans des salons feutrés, dans des salons climatisés. Ce n'est pas normal. Il y a 1 ou 2 ans, on avait accusé un de nos généraux d'être, je ne sais pas, mêlé à une histoire de trafic de drogue. Ce qui était faux. C'était un faux rapport. Donc c'est pour vous dire que quand on parle de droits de l'homme, il faut faire extrêmement attention. Les autorités maliennes, l'armée malienne n'a jamais violé les droits de l'homme. L'armée malienne est une armée professionnelle. Le chef d'état-major général des armées, Oumarou Diarra, est sorti à la télévision plusieurs fois pour donner des explications par rapport à la façon dont nos militaires mènent leurs opérations. Par exemple, quand il y a eu les événements de Moura, les gens ont dit beaucoup de choses, les gens ont raconté des contre-vérités. Quand il y a eu les charniers de Goussi, on a voulu mettre ça sur le compte de l'armée malienne. Il n'en était rien. C'est Barkhane qui occupait le camp de Goussi. Et Barkhane a quitté, quelques jours après, on découvre un charnier et on veut mettre ça sur le compte de l'armée malienne. Moi, j'appelle, vous appelez ça violation des droits de l'homme. Ça, ce n'est pas une violation des droits de l'homme. Quand on parle de droits de l'homme, est-ce que ceux qui essayent de nous faire comprendre que les droits de l'homme sont comme ça, est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme? Moi, je suis un historien. Je me rappelle bien. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Laval a été fusillé par le gouvernement français. À l'époque, c'était De Gaulle qui était le président. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne. Et quand les Alliés ont gagné la guerre, il a été passé par les armes. Donc, nous sommes dans un pays en guerre, nous sommes dans un pays qui est en crise. Moi, je pense que la communauté internationale doit plutôt accompagner le Mali. Mais si la communauté internationale se met chaque fois à écrire des faux rapports, des rapports de science-fiction, nous n'allons pas nous en sortir. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit plutôt féliciter le gouvernement de la transition et l'armée malienne. Hier, pendant qu'on tenait le sommet de la CEDEAO à Accra, l'armée malienne a repris le contrôle du cercle d'André Boukan. Non, je sais ce que vous voulez vous dire. Des informations sont peut-être contradictoires, mais ce qu'on sait, l'armée malienne quand même a contrôlé la base militaire d'André Boukan pendant un bon moment. On ne sait pas ce qui s'est passé après, mais quand même c'est des avancées significatives. Même si l'armée perdait le contrôle de ces camps, demain l'armée va récupérer ces camps. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on ne doit pas parler de droits de l'homme au Mali, parce que parler de droits de l'homme au Mali, c'est faire erreur, c'est commettre une erreur. Même Mamadou Bouhari qui a essayé hier de parler des droits de l'homme, etc., etc. Et Sani Abacha, il a exécuté Kinsaro Yuan, il l'a exécuté parce que ce dernier avait des ambitions séparatistes. Donc c'est pour vous dire que quand un pays est en guerre, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, on met ça sur le compte de l'État, du gouvernement, de l'armée, etc., etc. Donc faisons attention par rapport à la question des droits de l'homme, faisons attention quand certains soi-disant experts produisent des rapports, je ne sais pas, pour nous tromper ou pour nous rouler dans la farine. Merci Badou Escobar. Vous pensez, analyste politique Abdoul Aziz Oumar Diallo, vous pensez que ce rapport n'est pas assez scientifique? Vous le pensez? Vous êtes dans le même courant que... Non, tu sais, moi, les rapports, je ne vais pas juger un rapport, parce que là, ils ont leur manière de produire les rapports. Le gouvernement du Mali aussi a sa manière de produire un rapport. Maintenant, moi, je ne sais pas entre ces deux rapports-là. La véracité, ça serait difficile pour moi pour dire qui a raison et qui n'a pas du tout raison. Ça c'est clair parce que chacun, quand tu vas écouter tous les droits de l'homme au niveau international, ils vont te donner des choses claires, toi-même ils peuvent te convaincre. Le gouvernement malien aussi peut te convaincre. Maintenant, tout ce que je veux dire, que vraiment les droits de l'homme doivent être respectés. Ça quand même, ça c'est normal. Aujourd'hui, je ne souhaite pas, les jours où Barou, il est journaliste aujourd'hui, démission, il le prend. La seule chose qu'on demande, c'est que les droits de l'homme, c'est que l'intégrité de Barou. Pourquoi? Pour qui? Voilà, il faut que vraiment Barou soit mis dans toutes les conditions. Moi, je respecte les textes de mon pays, on peut prendre, parce que moi, je respecte les textes. À un moment viendra, tu pouvez violer les textes. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez les faire sans vous rendre compte. À un moment viendra, vous pouvez violer les textes. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est que vraiment que l'intégrité physique et morale de Barou soit respectée. C'est la seule chose. Donc, les droits de l'homme aujourd'hui, c'est que la communauté internationale pense et c'est que les Mali pensent, ils ne peuvent pas avoir les mêmes visions, c'est clair et net. Parce que la communauté internationale cherche à accuser les Mali aussi cherchent à se défendre. Donc c'est très clair. Maintenant, du côté du bras de fer entre le Mali et la communauté internationale, ça n'arrange ni le Mali ni la communauté internationale. Et regarde, aujourd'hui, on est en train de sortir, on est même sorti du G5 Sahel, complètement.
alors que c'est un instrument qu'on peut vraiment l'utiliser pour pouvoir arriver à nos objectifs. C'est vrai, c'est que la communauté, les G5 Sahel a fait, c'est pas du tout bon. La présence doit nous revenir, ça doit nous revenir. Mais le Mali aurait dû juste rester à l'intérieur, ou bien suspendre sa participation, au lieu de faire un retrait total. Faire semblant. Faire semblant de jouer, mais quand il sortit complètement, ça peut jouer sur nous. Et imaginez-vous demain, et que les G5 Sahel acceptent à ce que la présence se réduise au Mali. Ça veut dire que nous, on revient complètement. Donc il y a des choses souvent que vraiment on doit essayer de jouer avec l'intelligentsia pour pouvoir trouver une solution idoine. Les rapports, là, chacun a sa manière de produire ses rapports. Et chacun a sa manière de se défendre. Très bien. Fabrice, oui. Quand on parle de droits de l'homme, faisons attention. Sur l'île de Malte, à la Valette, une journaliste du nom de Daphne Caruana a été abattue à bout portant. C'est une dame. Elle a été tuée par des politiciens maltais parce qu'elle était là à dénoncer les cas de corruption. Or, l'île de Malte fait partie de l'Europe. Donc, il ne faut pas que ces gens-là nous parlent de violation des droits de l'homme, mon ami. Non, ce n'est pas parce qu'il y a droits de l'homme en Europe et que s'il y en a ici, on ne doit pas le dire. Non, c'est ça, ils sont les premiers à ne pas respecter les droits de l'homme. Violation. Violation, quel que soit son espace, c'est violation. C'est une violation. Elle nous viole les droits de l'homme. Donc moi aussi je viole. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on doit violer les droits de l'homme. Nous sommes en guerre. Mais un journaliste français a été tué. Son corps a été rapatrié. J'ai aimé, c'est-à-dire que quand l'armée malienne, lors de la conférence de presse, il dit que les militaires, il dit que vraiment les Maliens, et même pour dire qu'ils respectent les droits de l'homme, ils travaillent de façon professionnelle pour pouvoir se défendre. Mais cela ne veut pas dire que parce que l'autre viole que moi je vais violer. J'ai aimé la façon dont les militaires ont trouvé les mots pour pouvoir... C'est pour vous dire qu'en matière de respect des droits de l'homme, les Maliens respectent plus les droits de l'homme que ces gens-là. C'est ce que je veux dire. Et nous tous, nous savons que plus patriote que toi. Bon, nous espérons. Ah, ok, très bien. Merci. Que ce soit le cas. Voilà, Monsieur Bassiré, je crois que nous tendons vers la fin. J'aimerais évoquer rapidement les trucs d'élection. Quand on parle d'élection en Afrique, rapidement, ça fait... Il y a des manifestations post-électorales aussi après. Est-ce que les élections, comment on dit ça? Est-ce que les élections arrivent à résoudre vraiment le problème en Afrique? Bon, vous savez, c'est important de revenir un tout, c'est vrai qu'on tire vers la fin, mais c'est important de faire un petit rappel. D'accord. Nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. Et les droits internationaux, et les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, c'est surtout en temps de guerre que ça s'applique le plus. Allez-y voir toutes les conventions qui parlent de ça. C'est surtout dans des périodes de guerre qu'on les a adoptées pour que tout simplement les gens ne se livrent pas à ce genre d'attaque. Moi, je pense que l'armée malienne a fait beaucoup d'efforts. L'armée malienne a fait beaucoup d'avancées. Et ce n'est pas une armée à incriminer comme ça. Maintenant, peut-être qu'il peut y avoir des brebis, comme partout, comme partout. Comme partout, il peut y avoir. Maintenant, il faudrait tout simplement donner des avis contradictoires, montrer que ceci n'a pas été fait, ouvrir la porte. Je pense qu'on a... Le Mali vraiment n'a de leçons à recevoir de personnes sur certains domaines. Prenez le cas de, comment dirais-je, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, qui a obtenu l'accréditation du statut A, c'est-à-dire l'Institut national des droits humains les plus élevés. Récemment. Et ça, vraiment, c'est une fierté pour le Mali aujourd'hui. Donc, dans n'importe quoi, on peut les consulter pour nous donner des avis, pour travailler avec eux, et ainsi de suite. Donc, nous avons les instruments qu'il faut, qui font que vraiment, les gens n'ont plus de choses à nous apprendre. Mais nous savons aussi comment nous défendre quand cela est nécessaire. Est-ce que vous avez compris? Donc rien n'empêche de mettre à contribution cette commission et vous allez voir les résultats que vous allez voir. Bon, concernant les élections, moi je ne suis pas... Vous savez, j'ai toujours dit qu'une élection ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire que nous, l'approche qu'on a de la démocratie, c'est seulement en termes d'élection. Et ce qui ne doit pas normalement se faire. C'est-à-dire que la démocratie doit concerner tout. Que les gens aient du travail, que les gens
aient une bonne éducation, que les gens aient le coût de la vie soit facile, ainsi de suite. Mais nous ne percevons que la démocratie que quand il y a élection. Et généralement, nous connaissons un peu les élections, comment ça se passe. C'est-à-dire que nous n'avons pas atteint cette masse critique des gens qui vont voter pour un programme. Ils voteront parce que le fils est le fils de tel ou l'oncle de tel, ou celui-là il a dit tel mot, celui-là il a fait telle déclaration. Mais vous voyez rarement, les gens ne sont pas éduqués vers cela. Donc tant qu'on est encore dans ce piège-là, est-ce que vous avez compris, de l'argent qui est brandi pour tout simplement avoir le vote, ça ne mènera nulle part. On a beau remplir le seau, mais ça va tout le temps déborder. Donc je pense qu'il faut faire en sorte d'avoir des véritables mécanismes, est-ce que vous avez compris, qui font que la démocratie soit englobante et que ne se limite pas tout simplement à la tenue d'une élection. Très bien. Alors, la même question à vous. Nous avons la nouvelle loi électorale qui est, qui est en phase d'écoute et tout ça. Les élections en soi, comme Massiré le dit, ce n'est pas une fin en soi. Mais nous constatons aussi souvent qu'après les élections, il y a des manifestations. Donc, est-ce que les élections, vraiment, c'est la solution à nos problèmes en Afrique? Bon, pour ce qui concerne notre pays, le Mali, on ne peut pas l'occulter. C'est l'un des grands sentiers de la refondation. Parce que si nous sommes dans cette situation, circonstance exceptionnelle, c'est quelque part à cause des élections. Les élections n'ont pas marché et on a connu tout ce qui a été fait. Alors, donc, ce que je m'en vais dire, c'est que la démocratie, les élections font partie de la gouvernance de tout ce qui est démocratie. Mais il faut faire en sorte que ces élections-là puissent être transparentes, crédibles et que les populations puissent se retrouver là-dedans et qu'ils trouvent aussi les moyens d'y participer. Parce que la participation, c'est ça le problème. La plupart des autorités qui sont ici de ces élections n'ont pas une véritable légitimité parce que le fossé est tellement grand entre gouvernants et gouvernés que souvent les gens ne sont pas votés. Mais s'ils trouvent quelque chose qui les réunit, ils voient des choses en lesquelles ils se reconnaissent, ils peuvent sortir, ils peuvent avoir un sursaut dans les urnes. Et les gens qui sortent de ces urnes-là vont être des gens qui peuvent faire quelque chose. Il faut que l'unanimité, quelque part, puisse se sentir auprès de ces hommes-là. Très bien, donc c'est pour dire que concernant tout ce qui se fait aujourd'hui, il faut reconnaître que pour parvenir à cette paix aujourd'hui, il faut travailler à conscientiser les populations, à conscientiser les gens, et surtout à faire en sorte que ces droits humains-là dont on parle puissent être respectés. Cela ne peut se faire que lorsque les gens se voient dans ce qui se passe. Cela veut dire que c'est à l'UNESCO qu'on dit les guerres dans l'esprit des hommes, c'est dans les esprits des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Merci beaucoup. Tout ceci-là ne peut se faire que lorsque les gens s'inscrivent dans une logique de paix. Et nous sommes à la recherche de ça. Il faut vraiment faire en sorte que merci beaucoup, vous êtes compris. Peut-être on va revenir, on ne sait jamais. Monsieur Abdoulaziz Oumar Diallo, votre mot de la fin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission à la Fie Hebdo. Donc moi, le mot de la fin, je vais continuer avec la question des élections. Vous savez, tant que l'administration centrale organise les élections, il va toujours avoir de contestation. C'est clair et net. Parce qu'on ne peut pas, comme Omar Bongo l'a dit, on ne peut pas organiser des élections et les perdre, ce n'est pas du tout facile. Donc il faut que vraiment les gens se mettent dans des conditions pour qu'il y ait des organes crédibles, indépendantes, financièrement, ok, pour pouvoir organiser des élections libres et transparentes. Il faut que les gens comprennent aussi, dans une élection, il y a toujours des failles. On ne peut pas organiser une élection 100% crédible, 100% réussite totale, ce n'est pas du tout bon. Même aux États-Unis, on a vu Hillary Clinton, ils ont toujours dit, les gens en parlaient, la réélection de Macron, ça a été un moment contesté. Pas de façon officielle, mais les gens en parlent. Merci beaucoup, Abdoulaziz. Ouad a organisé les élections avec son administration, il a perdu. Il y a jamais également. Donc, ce n'est pas une question, c'est une question de volonté politique. Vous avez la parole, Badou Escobar, vous avez la parole. Quelques secondes pour votre mot. Ce que je veux dire, Che Guevara a dit, celui qui ne peut pas se rebeller ne doit pas se plaindre. Donc, pour vous dire que par rapport à l'organisation des élections, par rapport à la démocratie, c'est un bon système, mais il faut adopter cette démocratie à nos réalités socio-culturelles. Le préalable de la démocratie, c'est quoi?
c'est le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner. Est-ce que tous les Africains ont droit à ça d'abord? Donc quand on va résoudre ces problèmes, donc on pourra parler de démocratie en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Badou Escobar. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Triomphe du Mali. Merci. Alors, de l'autre côté, Abdoulaziz Oumar Diallo, vous êtes analyste politique. Et Massiré Diop, journaliste à l'Indépendant, et Mohamed Salia Touré, société civile, et plus précisément de Renedeb. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à la fin pratiquement de cette émission. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Revenez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. À nous revoir. C'est Dieu qui reste très fort.